Alors bonjour, bienvenue à l'atelier 200, intelligence professionnelle versus intelligence artificielle. J'aimerais prendre quelques minutes en début d'atelier pour vous présenter le professeur Henri Boudreau. Alors, Monsieur Henri Boudreau est professeur et vice-doyen aux études à l'Université du Québec à Montréal. Professeur au département d'éducation et de formation spécialisée de l'Université du Québec à Montréal, Henri Boudreau est également vice-doyen aux études depuis juin 2018. Ancien enseignant en formation professionnelle et conseiller pédagogique, il est également le directeur général du Centre de recherche appliquée en instrumentation de l'enseignement, le CREI, dédié à l'enseignement et à la didactique en formation professionnelle. Ses préoccupations de recherche touchent l'explicitation et l'apprentissage des savoirs dans le contexte du développement de la compétence professionnelle. Plus spécifiquement, il se préoccupe depuis plus de 15 ans de l'apprentissage du savoir-être professionnel. De nombreuses commissions scolaires, entreprises, institutions et collèges ont pu bénéficier de son expertise et de celle de son équipe au cours des 27 dernières années. Sa vision de l'enseignement peut se résumer par la citation suivante: « Une formation n'est pas faite pour celui qui la donne, mais pour celui qui la suit. » Alors, je vous laisse avec M. Boudreau. Merci. Bon après-midi. Bon. D'entrée de jeu, je sais qu'il y a des gens qui étaient dans un autre atelier qui ont été transférés ici. Je vous ai préparé une petite slide pour vous qui va introduire le sujet que vous aviez avec ma collègue, Mme Ottila Otero, qui devait traiter avec vous du mythe et réalité de la fonction enseignante. Donc, vous allez voir le lien que je vais faire entre les deux. Parce qu'immanquablement, je vais traiter dans mon sujet d'une réalité de la formation professionnelle, de l'incidence dans le quotidien des enseignants de la formation professionnelle et des enseignantes en formation professionnelle, de l'avènement des nouvelles technologies et dont, entre autres choses, de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, je suis un expert en enseignement professionnel. Ce que j'ai voulu faire comme lien, c'était en quoi l'intelligence artificielle va avoir des incidences sur ma pratique d'enseignement et sur les apprentissages des étudiants. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est un essai, en fait, c'est une réflexion basée sur mes nombreuses années d'expérience et sur la formation que je donne. Et certain que si pour certaines actions, les travailleurs vont être remplacés, ben, ces genres d'actions-là n'ont plus besoin d'être enseignés. Donc, qu'est-ce qui me reste comme enseignement? On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça a comme incidence? Donc, d'entrée de jeu, j'aime bien une citation de M. Saint-Exupéry, qui est « C'est l'esprit qui mène le monde et non l'intelligence ». Donc, c'est ce que les gens font avec leur intelligence. Donc, c'est l'esprit. Un esprit, ben, c'est une manière de penser, de se comporter. Tout à l'heure, dans l'introduction, on parlait que je travaille beaucoup sur les savoir-être. Ce qu'on engage, c'est ce que les gens sont, mais pas seulement ce qu'ils savent. On veut savoir ce qu'ils sont avec ce qu'ils savent. Et je pense que dans l'avenir, au niveau de la formation professionnelle que les entreprises veulent avoir, c'est des gens qui sont dynamiques dans l'organisation et qui peuvent faire avancer les choses, des exécutants. Et ça va disparaître de plus en plus. C'est ce que je vais essayer de vous amener là-dedans. Donc, pour faire le lien avec l'atelier de ceux qui avaient choisi une autre personne que moi pour passer cette heure, donc, j'ai fait le lien en parlant de partir de loin pour aller plus loin. Donc, au quotidien, entre le mythe et la réalité, entre transmettre sa passion du plus beau métier du monde. Donc, j'ai fait beaucoup d'entrevues de sélection avec des enseignants en tant que j'étais conseiller pédagogique. Puis je leur demandais tout le temps, pourquoi tu veux venir en enseignement? Ah, pour transmettre ma passion. Parle-moi de ton métier. C'est le plus beau métier du monde. Bon, mais pourquoi tu l'as abandonné d'abord? Donc, vous voyez, ça peut avoir ça comme conséquence. Donc, non, mais je veux transmettre, je suis rendu à la transmission. Puis étant donné que ça revenait souvent, ce concept-là de transmettre sa passion, j'ai travaillé un peu là-dessus, puis m'apercevoir qu'une transmission, une passion, ça ne se transmet pas, d'une certaine façon. Ça, c'est un plaisir solitaire de l'enseignant lui-même, mais pas sûr que les étudiants en bénéficient d'une certaine façon. Mais il en demeure pas moins que la réalité, j'enseigne encore, j'étais avec mes enseignants, mes futurs enseignants de la formation professionnelle qui vont œuvrer dans le domaine de l'éducation et qui m'amènent la réalité du quotidien. Donc, tout ce que je vais vous dire, pensez pas que je suis sur une autre planète, je suis très conscient de la réalité des enseignants de la formation professionnelle. Quand je leur dis, je donne mon cours en didactique, je dis aux gens, à la fin de mon cours, vous allez vous dire que vous auriez mieux pas le savoir. Des fois, il vaut mieux rester dans l'ignorance, on est moins malheureux que d'apercevoir que ce qu'on devrait faire, mais qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc, c'est un peu ça que je dis aux gens, mais quand même, je voulais souligner les points ici. En transmettre sa passion du plus beau métier du monde et gérer des élèves ayant des troubles d'apprentissage.
la pression de présenter les élèves aux examens pour les avoir le financement, concilier l'enseignement avec ses études, sa famille et ses perfectionnements disciplinaires, de manquer de temps pour faire simplement son travail, d'apprendre à enseigner sur le tas, le manque de motivation des élèves souvent, le manque de vision de, et je vous laisse compléter celui que vous voudrez en bout de piste, mais on est à la recherche de visionnaires et non pas de rétrovisionnaires. C'est-à-dire, il y en a qui regardent dans le rétroviseur, mais ils vont remarquer dans vos véhicules, leur pare-brise est plus grand que le rétroviseur. C'est en avant, il faut regarder, c'est pas en arrière. Donc, c'est un point à considérer. Et finalement, de répondre aux exigences de plus en plus importantes du marché du travail. Oui, c'est à travers tout ça. Ça, je suis conscient de ça. J'avais un de mes étudiants qui me disait encore la semaine dernière, il dit, qu'est-ce que je fais avec une étudiante que j'ai dans mon cours qui est là depuis 3 ans, puis mon cours dure 1 an? Dans un autre endroit, je dis, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec nos étudiants? Ils ne savent pas lire. On est en secrétariat. Ils ne sont pas capables de lire les guides d'apprentissage qu'on leur donne. Donc, vous voyez, un autre enseignant qui me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai 5 étudiants qui ne parlent que le mandarin dans ma classe. Hein, ça, c'est la réalité de 2018. Hein. Ce n'est pas quand j'étais jeune dans l'enseignement que j'ai vécu ces choses-là. Donc, même une étudiante à un moment donné qui est arrivée en pleurs dans mon cours en disant, ben là, je me fais rejeter par mes étudiants, je suis contesté. Alors, moi aussi, j'ai vécu ça dans l'enseignement, mais il avait vu des pancartes dehors. Les étudiants, ils voulaient que me mettre à la porte parce que j'avais refusé de donner les réponses d'examen avant l'examen. C'était en 78. Ben, c'est drôle que vous me dites ça parce que c'est exactement ça mon problème présentement, parce que les enseignants, ils donnent les réponses aux examens avant, puis moi, je ne veux pas les donner. Hein, vous voyez, ça, c'était il y a 2 ans. Donc, vous voyez, la réalité, il faut l'avoir, mais remarquez, moi, je suis un peu comme un médecin, je vois que du monde malade, donc du monde qui a des problèmes en enseignement, et c'est sûr qu'il y a des bouts d'expérience là-dedans, et c'est la partie la plus intéressante que je vais vous amener dans un avenir qui n'est pas si loin, qui est déjà là présentement, que moi, je vis déjà à l'université avec mes étudiants comme tel. Donc, j'ai divisé ça en 3 parties. L'intelligence, le travail puis le changement. J'ai voulu faire ça relativement assez simple. Donc, on va commencer par les intelligences en question. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste en intelligence artificielle, j'ai lu un peu là-dessus, mais j'ai allumé tout de suite sur la conséquence que ça avait sur l'enseignement. Donc, on a l'intelligence artificielle, on a l'intelligence réelle, on a l'intelligence professionnelle. La raison pour laquelle j'amène ce concept-là, relativement assez nouveau, l'intelligence professionnelle, parce que je commence à être un peu tanné du concept de compétence. La raison, pas parce que le concept n'est pas bon, c'est parce qu'on s'en sert à toutes les sauces présentement. Quand je vais en Europe ou dans d'autres pays, même ici, hein, on est rendu à la télévision, qu'on a des annonces, mon camion est compétent. Hein, j'ai entendu un médecin l'autre jour, le foie de mon patient est compétent. Ah, le foie de mon patient est compétent. On a un être humain qui est divisé en différents organes compétents ou non. Donc, à cet égard-là. Donc, puis quand je vais en Europe, ben là, je leur demande carrément, définissez-moi votre concept, je ne comprends absolument pas, c'est utilisé partout, à tout égard. Là, j'ai dit, on va amener quelque chose de nouveau, puis là, c'est ça dans ma réflexion. Le concept d'intelligence professionnelle est-il différent de l'intelligence réelle, eu égard qu'on parle d'intelligence artificielle, il ne nous est pas interdit de parler d'intelligence professionnelle à toute fin pratique. Donc, mais ce que nous fait peur présentement avec l'intelligence artificielle, c'est que là, les êtres humains ne feront plus rien. Quand j'étais jeune, on nous disait, en l'an 2000, là, on va voler dans les airs. On ne vole pas plus dans les airs, on a de la misère à marcher à terre, quand on va à Montréal, à tout le moins, avec son auto. On a de la misère à fonctionner avec un auto. Donc, vous voyez, ces mythes-là, présentement, ce qu'on nous fait rêver d'une chose qui est loin d'être ce qu'on nous dit que c'est présentement. Puis on va voir ça en référence tout à l'heure. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de s'assurer que le robot ne prenne pas le contrôle sur l'humain. Mais ça, ce n'est pas demain la veille. Vous allez voir tout à l'heure un peu les constats que l'on voit là-dedans. Donc, l'intelligence. L'intelligence, c'est d'être apte à comprendre. Ça, c'est ça qui est le concept d'intelligence au départ. D'un côté, on a ce qu'on définit comme intelligence artificielle, qui manipule les symboles pour reproduire et extrapoler des comportements. Donc, il ne fait rien qu'on ne lui a pas dit de faire ou qui n'est pas en lien avec des données qu'on lui a dit pour le faire. Ben, pas dit, mais qu'on retrouve dans les banques d'informations à toute fin pratique. Et de l'autre côté, on a la recherche de l'intelligence professionnelle, qui est la recherche de sens pour adapter ses comportements. Oui, ça, l'intelligence artificielle n'est pas rendue là encore. Après, on n'est peut-être pas demain la veille, on manipule des symboles pour reproduire et extrapoler des comportements. Donc, l'intelligence professionnelle, c'est de comprendre ses responsabilités et agir avec discernement pour adapter ses comportements. Lors de la réalisation de ces tâches selon les circonstances engendrées par les événements d'une situation de travail. Ça a l'air bien long comme définition, mais on va vous résumer ça dans une réalité. Pendant longtemps, on a formé les gens à ne faire que des tâches. On est encore là-dedans, on garde nos programmes d'études, quelle tâche tu fais, je te forme ta tâche.
Mais une tâche, ça n'existe pas tout seul. Dans la vraie vie, le mécanicien ne décide pas demain matin, tiens, on va changer un moteur. Donc, il y a un client qui arrive, puis il dit, regarde, mon moteur, il faut que je diagnostiquer, on va changer le moteur selon les paramètres que le client va lui donner. Oh, je veux pas un moteur neuf, oh, c'est un vieux char, on va changer dans 2 ans. Il y a un paquet de paramètres qui vient s'insérer là-dedans. Et là, on va adapter, dans le fond, à partir d'un événement. La tâche a été déclenchée par un événement qui va être géré selon les circonstances où tout ça se déroule. Donc, on n'est plus en train de réaliser que des tâches. Dans un environnement qui est fixe, on est maintenant rendu à ce qu'il faut que j'analyse la situation. Hein? En santé-sécurité, on ne perd plus notre temps, il ne faut plus perdre notre temps à enseigner des règles. Il faut enseigner aux gens à interpréter dans une situation de travail où sont les situations de danger, les situations à risque. Une fois que je les ai trouvées, bien là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais pour les contrer? Mais c'est pas un règlement ne permet pas de faire en sorte de savoir de repérer cette situation de travail-là. Donc, le travail est beaucoup plus grand à mettre la santé-sécurité dans la tête de l'individu, le casque dans sa tête avant de le mettre sur sa tête. Donc, vous voyez, ça, c'est déjà un premier défi que l'on a. Donc, nos étudiants ou nos futurs travailleurs, on doit les former à comprendre la situation de travail, après ça, de repérer la tâche qui est à faire et en quoi ma pratique de travail devra être adaptée aux circonstances. Autre exemple, relativement assez simple, il y a quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, je suis encore jeune d'esprit, le corps de misère à suivre, mais ça c'est autre chose. Mais à cette époque-là, quand j'allais dans un garage pour faire réparer un véhicule, s'il le réparait, j'étais très heureux. Je repartais, je disais, bon, revenir là. Il a réparé mon véhicule. Je ne regardais pas si l'individu avait un peu de graisse sur les mains. Je ne regardais pas si le garage était, le café du garage avait une machine à pinot à l'époque. C'était pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde la machine à café, hop, bien que c'est un carafe, non, je ne reviens pas là. Y a-t-il un choix? Pas d'expresso, je ne reviendrai pas là. Donc, vous voyez, on est dans un autre univers. C'est-à-dire que là, l'individu, de la manière dont il me parle, oh, il a réparé mon véhicule, mais un méchant père bête. Fait que là, je ne retournerai pas là. Ah, il a sali mon siège. Je ne retournerai pas là. Donc, vous voyez, il faut regarder les circonstances pour être capable que la tâche s'adapte et que mes pratiques s'adaptent. Donc, là-dedans, on va retrouver donc le comportement, c'est une manière de se conduire. Tout est dans la manière, on dit ça souvent, mais en formation professionnelle, le lien de confiance qui s'installe entre un individu et son client ou non bénéficiaire de son travail dépend du comportement que j'ai et non pas du savoir que j'ai. Donc, être capable, la nuance, c'est que je peux avoir la tête pleine de savoir. Il y a des gens qui sont super intelligents, mais incompétents dans ce qu'ils font. Parce que la compétence, elle fait le lien entre la connaissance et la réalité. Je suis capable de faire du transfert. Ce matin, on a parlé du concept de transfert. C'est un défi important. Donc, le comportement désigne les actions d'un être vivant. C'est ce qui nous distingue de notre robot, qui, lui, l'intelligence artificielle. C'est la recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. C'est une branche de l'informatique ayant pour objet de l'étude du traitement des connaissances et du raisonnement humain. Il ne faut pas se faire d'illusions. Regardez dans vos classes, est-ce que vous comprenez l'intelligence de vos étudiants? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Parce que si on comprendrait comment ça fonctionne, on saurait quoi faire pour que ça marche. Et que si on ne comprend pas comment ça marche là, comment peut-on plus comprendre qu'une machine peut faire ce qu'on veut qu'elle fasse? Donc, elle va faire ce qu'on veut qu'elle fasse et non pas nous remplacer. Donc, il faut se mettre dans cette logique-là. Ça ne peut pas être plus intelligent qu'on l'est présentement parce qu'on ne comprend pas comment ça marche, l'intelligence. Donc, vous voyez, il y a des hypothèses. On part d'hypothèses. Souvent, quelqu'un me disait, oui, mais les sciences humaines, hein, ce n'est pas comme les vraies sciences, hein, c'est exact. Nous autres, en sciences humaines ou en éducation, en sciences de l'éducation, on n'essaie pas de trouver, on essaie de comprendre. Pas la même affaire. Donc, parce que ce qu'on a compris aujourd'hui va changer demain. Comme je dis toujours à mes étudiants, enseigner, c'est comme la météo. Tout est déterminé, mais rien n'est prédictible. On l'a vu avec la neige. On nous présentait quelque chose, on dit, il y a un front froid, un front chaud, pouf, il va tomber de la neige. Puis là, on nous annonce la nouvelle, puis on dit, hop, il n'y en a pas tombé autant qu'on pense. Parce qu'une petite variable qui est arrivée, peut-être que le front chaud n'était pas aussi chaud, ou le front froid ne l'était pas aussi. Et ça a eu un changement. En éducation, c'est la même chose. On sait qu'en faisant ça, plus ça, les étudiants devraient aimer ça. On arrive, ben là, il y a eu un drame humain dans la classe, une étudiante arrive, elle pleure, ben là, le climat de la classe vient d'être affecté drôlement, donc il faut qu'on s'adapte. Enseigner, c'est s'adapter. Il faut être super intelligent pour enseigner, dans la définition de l'intelligence. On n'est pas encore rendu que le robot va remplacer l'enseignant si l'enseignant ne fait pas comme un robot. On s'entend bien à ce niveau-là. Donc, et le mot magique en 2018, c'est l'algorithme. Il n'y en a pas de problème. Il y aura un algorithme qui s'occupera de ça. Moi, je trouve un doute parce que je ne suis pas encore. Quand je vois le nombre de mises à jour que sur mes logiciels bien ordinaires dans mon ordinateur,
Je doute un peu de mon algorithme, de mon auto qui va me conduire tout seul sur le chemin. En tout cas, on n'est pas là pour l'instant dans une tempête à cet égard-là. Ou en tout cas pour le Québec, tout ça est pratique. Donc, vous voyez, beaucoup de mythes qui sont donnés par rapport à ça vont nous faire rêver du futur. Il n'y a pas de doute qu'à des endroits, ça va devenir une efficacité relativement assez impressionnante. Mais dans notre quotidien de tous les jours, on n'en est pas là pour l'instant. On parle d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. Ça, c'est le mot magique dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage profond. Donc, c'est un ensemble, donc l'apprentissage profond intègre l'apprentissage automatique, donc un ensemble de méthodes d'apprentissage automatique faisant appel à des réseaux de neurones artificiels qui imitent le cerveau humain. Bien, qui l'imitent, mais qui ne fait pas encore ce que ça fait à cet égard-là, encore en termes de rentabilité. Selon M. Yusha Dengio, qui est une notoriété à Montréal sur l'intelligence artificielle, voici le genre de scénario qu'une intelligence artificielle est en mesure de comprendre aujourd'hui. Sam entre dans la cuisine. Sam prend une pomme sur la table. Sam se rend dans la chambre. Sam dépose la pomme. Où est la pomme? Dans la chambre. C'est ça que ça fait l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, à cet égard-là, donc, lancez-vous pas avec votre auto tout de suite. Il y avait d'ailleurs dans le journal aujourd'hui une annonce comme quoi que là, ils vont faire des avertissements que les conduites autonomes n'est pas si autonome que ça, parce qu'il y a des véhicules. Rappelez-vous, à l'époque du cruise control, il y a eu un cas, compagnie d'assurance, d'un individu qui s'était acheté un véhicule avec un cruise control, ça fait une vingtaine d'années, puis que lui, c'était un camper, il a décidé, pendant que son auto était parti, d'aller faire son café. Il a pris le champ. Il n'a pas su accompagner, puis il a gagné. Fait qu'imaginez, on n'en est pas là aujourd'hui à penser. Je dis, c'est pas la technologie qui va faire que nos autos vont dire que ça va bloquer la conduite de nos autos. C'est lorsque votre auto aura à choisir entre deux victimes sur lesquelles il doit, parce qu'il n'a pas le choix, qu'est-ce que l'auto va choisir entre les deux? On va tuer celle-là ou on va tuer l'autre? Fait que vous voyez, si on a un accident, à combien d'assurance? C'est quoi qu'elle va, qui va être assuré? La compagnie d'assurance, l'individu, celui qui a fabriqué le véhicule. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments éthiques présentement qui n'est pas clair. Puis on nous dit que, technologiquement parlant, peut-être dans 20 ans, on pourra le faire, mais ça va peut-être prendre 50 ans avec un niveau éthique, on soit rendu à être capable de l'appliquer. Bien, ça, c'est toute réserve, je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle, je lis ces choses-là et ça me permet de m'interroger. Et c'est cette interrogation-là que je vais vous amener simplement à avoir. Donc, la pensée. La pensée, c'est l'idée, le jugement et la réflexion. Donc, on arrive à l'impact que ça va avoir sur l'enseignement. Aujourd'hui, en formation, ce n'est pas tant ce que l'on fait faire qui importe, mais ce que l'apprenant a considéré pour le faire. Si votre apprenant est en train de vous dire, « Ben, j'ai fait ce que vous m'avez dit, puis ça a pété. » Là, on est en train de faire en bas de notre intelligence artificielle. Donc, quelqu'un qui ne raisonne pas, qui fait ce qu'on lui dit de faire, même si c'est une erreur. Donc, passez fou, mettez le feu, passez fin pour l'éteindre. Donc, il faut s'assurer qu'on ne fait pas ce genre de formation-là à toute fin pratique. Donc, et je suis arrivé à dire, bon, il y a des niveaux d'intelligence, il y a une intelligence professionnelle, mais il y a des niveaux d'intelligence professionnelle pour être capable de se situer là-dedans. Donc, on s'est dit, je me suis dit, parce que j'avais déjà développé un modèle sur les niveaux de compétences, je le ramène au niveau d'intelligence, mais j'ai été le valider avec les entreprises, puis ils m'en ont fait rajouter une coche en dessous, qui est inquiétant. Parce qu'avant, j'avais mis simplement exécuter ce mot plus bas dans mon système, mais non, ils ont dit imiter. Parce que imiter, c'est écouter et regarder des démonstrations de pratiques prescrites. Je ne peux pas lui donner un document pour le lire parce qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Ça, c'est une entreprise de maintenant, une multinationale. Il dit, non, regarde, il dit, lui, là, ce groupe-là, c'est qu'on le montre, puis fait ce que je fais. On ne te donnera pas de document là-dessus. Donc, il y a imiter et exécuter. Exécuter, c'est lire des instructions pour les réaliser des pratiques prescrites. On sait qu'en 2018, on a le même taux d'analphabétisme qu'en 1960. La seule différence, c'est que les gens, ils peuvent détecter l'alphabet. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, c'est quand même assez dramatique. Vous leur donnez un guide d'apprentissage, ils vont le lire. Tu fais quoi avec ça? Le raisonnement qui est en arrière. Fait que vous voyez, si je n'ai pas la littératie, en termes scientifiques, on va appeler ça comme ça, ou la numératie, c'est que si je ne comprends pas les chiffres et je ne comprends pas les lettres, je suis condamné à imiter. Je suis là. Il n'y a pas de rêve. Hein, on n'est plus à l'époque où je suis un analphabète et je vais devenir un multimillionnaire parce que j'ai de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, oubliez ça, il n'y en a pas de ça, à moins d'aller dans des pays en voie de développement. Ici, il faut être instruit. Puis c'est pas parce que j'ai un diplôme, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas parce qu'un diplôme, ça me déclare instruit. C'est-à-dire que, enfin, oui, ça me déclare que j'ai un papier, j'ai eu la connaissance capable de m'en servir en lien avec la fonction de travail à laquelle je me destine.
Donc, niveau d'intelligence, c'est d'amener l'apprenant à mobiliser des ressources individuelles, à agir, réussir et progresser dans différents contextes selon des performances définies en utilisant tous les savoirs nécessaires. Donc, je comprends ce que j'apprends. Et non pas, j'acquiers des connaissances. Acquérir une connaissance, un ordinateur, ça acquiert des données. Mais ce n'est pas intelligent. Ça dépend de ce qu'on lui fait faire. Mais il va faire ce qu'on va lui dire de faire. L'être humain, il faut l'amener à prendre des décisions. Moi, je suis rendu dans mes cours à l'université que je ne donne plus de contenu. Excusez l'expression, mais je mets le monde dans la merde. C'est qu'à ce moment-là, je leur donne un problème, il faut qu'ils s'en sortent. Je les accompagne à résoudre le problème. Ils ont 12 problèmes à résoudre. Ils arrivent, ils veulent prendre des notes de mon cours. Non, il n'y a pas de notes dans le cours. Hein? Un prof, en 2018, c'est un emmerdeur dans une classe. C'est ça qu'il faut qu'il soit. C'est quelqu'un qui fait du trouble. Et en plus, ils ont 3-4 documents. Voici le travail que vous allez faire. Oui. Mais on dit, c'est pas écrit la même affaire, c'est les 3 heures. Parfait. C'est quoi la différence? C'est quoi tu vas faire en bout de piste? Es-tu capable de lire un document qui dit la même chose avec des mots différents? On en est là. Puis là, à la fin, il ne m'a donné pas une bonne note parce que ce n'est pas le même mot à telle place. Je conteste. Non, mais parce que moi, j'essaie de développer ton intelligence, pas juste ton exécution pour avoir une note. Donc, oui, ça a un impact sur l'enseignement. Ça a un impact que apprendre, ce n'est pas un prof qui dit. C'est un prof qui fait dire. C'est un prof qui fait faire. Donc, et c'est dur de casser des moules. Je travaille présentement sur des environnements d'apprentissage actif, de casser le modèle de la classe conventionnelle. Première chose qu'on a faite pour obliger les profs à l'université de changer leur façon, c'est qu'on a dit, il n'y a pas de table. On va enlever les tables. Fait que là, pas de table, il y a que des chaises. On a des unités mobiles au niveau informatique, numérique, pour que les gens puissent s'échanger de l'information. Donc, on est obligé de casser le moule. Il n'y a plus d'écran qui projette. Parce que ça donne une direction dans la classe. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que quand les élèves rentrent dans la classe, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils savent le problème qu'ils vont résoudre. Ils vont travailler ensemble. Donc, c'est la collaboration, la coopération. C'est ça. Si on ne réussit pas à allumer ça, ces gens-là ne sont pas intéressants pour les entreprises. Les entreprises qui veulent, c'est quelqu'un qui arrive, qui est dynamique, qui n'est pas à la borderline, là, c'est-à-dire qui n'est pas sur les nerfs parce qu'il est stressé, puis angoissé, puis en détresse. C'est parce qu'il a le goût d'avancer, il comprend ce qu'il fait. Il ne fait pas du tâtonnement. Il fait de l'itération. Hein? Il y a la différence entre l'itération, voici ce que je veux faire, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je corrige? Tâtonnement, je m'essaye, ça a pété, OK, on va essayer d'autres choses. L'essai-erreur. On n'apprend pas à l'essai-erreur. On apprend superficiel, on n'apprend pas en profondeur. Fait que si l'intelligence artificielle va dans l'intelligence profonde, il faudrait aussi aller, nous, dans les environnements d'apprentissage profond. Donc, exécuter, donc reproduire des façons de faire. Un autre niveau, appliquer, interpréter des méthodes selon la tâche à réaliser. Adapter, déduire des pratiques d'une tâche selon son contexte. Donc, vous voyez, adapter des façons de faire. Vous voyez que là, on commence à monter. C'est que moi, dans ma classe, il exécutait puis appliquait. Là, vous êtes dans la strate de l'intelligence artificielle. Ça va disparaître dans les tâches à venir. Il faut élever. Donc, là, anticiper et concevoir. Donc, vous voyez, inférer les tâches et les pratiques d'un travail selon la situation. Faire de l'inférence, induire, déduire, généraliser. Il se passe quelque chose, je suis capable de décoder de ce qui se passe parce que j'ai des connaissances. Et je peux déduire les conséquences. Une entreprise où je suis allé, ça n'a pas été pris dans mon imaginaire. Dans une entreprise à haute technologie, on dit une autre, un premier élément qu'il faut développer chez les gens, c'est l'anticipation des conséquences du travail qu'il fait sur la continuité de la chaîne de production puis sur le produit final. Tu as une idée comment ça marche à la fin? Non, j'ai fait ce qu'on me dit de faire. Ça, on a un problème majeur là-dedans au niveau du contrôle de qualité, à cet égard-là. Donc, vous voyez, inventer de nouvelles façons de faire, ça, on est en business. On est dans l'intelligence humaine, dans l'intelligence professionnelle. Les autres, il faut tirer le monde par en haut. C'est ça qui est l'idée là-dedans. Donc, la zone grise, on peut la situer. Si on dit qu'un jour, éventuellement, la machine nous remplacera, et si on n'est plus là, elle ne remplace plus rien, tout ça est pratique. À cet égard-là, on ne veut pas qu'elle nous remplace, elle veut qu'elle nous complète à ces choses-là. Donc, il faut se garder la partie intéressante, la partie adaptation, anticipation et conception. Être intelligent, c'est simple. On va vous donner un mot simple là-dedans, c'est être capable de s'adapter. Peu importe la situation, je peux m'adapter. Je sais ce que je sais, je sais ce que je ne sais pas. Mais je suis capable de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est ça qu'on a différent de la machine en ce moment-ci. Donc, ça me prend bien un référentiel. OK. Donc, là, on a parlé un peu d'intelligence. On va aller sur le travail maintenant. Les compétences du 21e siècle. Donc, hein, ce qui s'en vient, là, on est dedans, là, de 18 ans, quand on est dedans, fin pratique aussi. Donc, pensée critique et résolution de problèmes. Pas en mathématiques, on ne parle pas de résolution de problèmes en mathématiques. Là.
Avec vos étudiants, et vous essayez ça, le cours commence aujourd'hui, là, je te donne un problème. La solution, c'est ce que je veux que tu apprennes. Je dis souvent ça à mes étudiants. La didactique, c'est de donner un problème à quelqu'un dont la solution, c'est ce qu'on veut qu'il apprenne. Donc, plutôt que de dire, voici le contenu qui va vous aider à faire la tâche que je vais vous faire faire. Ça, il n'apprend rien à faire ça. On est dans l'exécution, puis on est dans la modélisation à tout fin pratique. On dit non, pensée critique, ça donne un problème. Qu'est-ce que tu fais avec? Réfléchir. Les premières, ça va être difficile parce qu'ils ne sont pas habitués de réfléchir. Donc, à ce moment-là, même nous, il faut amener à être capable d'accepter que les gens pensent autrement que nous autres. Des fois, c'est sécurisant d'enseigner un contenu parce qu'il est encadré. Si ce n'est pas le bon contenu, ben, tu as une mauvaise note, puis tu as une bonne note si tu as la bonne réponse. Hein. Nos étudiants, ils sont à la recherche de magie et de vérité. La vérité, le prof il est porteur de la réponse aux examens. Donc, à ce moment-là, on écoute ce qu'il dit, puis on reproduit ce qu'il va nous dire pour avoir une bonne note. Puis quand c'est compliqué, tu as un truc. Tu as un truc qui fera en sorte que je ne vais pas l'apprendre, mais j'arriverai au même résultat. Donc, vous voyez, mais c'est ça depuis ça qui se passe. Deuxième élément, innovation, créativité et entrepreneuriat. C'est stressant. C'est stressant pour un prof, ça, d'avoir des étudiants qui feraient des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Mais c'est là-dedans qu'il faut les amener. C'est-à-dire que, et de valoriser cet élément-là. Mais beaucoup d'enseignants vont dire, ouais, mais d'un coup, ils me posent des questions, je n'ai pas la bonne réponse. Big deal. Fantastique, on va tous travailler ensemble pour la trouver. Qui est porteur d'une vérité? Les porteurs de vérité, c'est des personnes dangereuses. Hein? C'est-à-dire, il y a un dicton qui dit là-dessus que hein, il y a peu de gens, il y a ceux qui cherchent la vérité, ils sont peu nombreux. Il y a ceux qui s'en foutent, ils sont les plus nombreux. Puis il y a ceux qui l'ont trouvé, ils sont les plus dangereux. Ça fait qu'il faut faire attention là-dedans. Donc, innovation, créativité, entrepreneuriat. Apprendre à apprendre. Connaissance de soi et auto-apprentissage. On ne parle pas d'enseignement individualisé, on parle d'auto-apprentissage. C'est autre chose à cet égard-là. Donc, l'apprentissage appartient à l'apprenant, il n'appartient pas à l'enseignant. L'enseignant, tout ce qu'il peut faire, c'est de créer les conditions pour que ça se fasse. Il ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre à cet égard-là. Donc, arrêtez de penser que c'est vous qui avez fait apprendre ou créer les conditions pour que ça se fasse. Après ça, ben, ça s'est passé, c'est l'apprenant qui a pris la relève et là, il y aura des apprentissages. Après ça, on a la collaboration. C'est pas vrai que les gens vont travailler tout seuls. Il faut qu'ils travaillent avec d'autres. Les entreprises vont les engager parce qu'ils sont capables de travailler en équipe. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on dit quand on fait le travail d'équipe. Ce n'est pas de travailler ensemble dans une classe pour faire un travail commun. Ça, c'est pas que l'enseignant ait moins de copies à corriger. Ça, c'est pas la même affaire. Donc, les faire travailler en collaboration. Donner un problème où les gens sont obligés de collaborer pour trouver la solution parce qu'ils sont des ressources entre elles. Donc, vous voyez, communication. Hein, parler de littératie tout à l'heure. Prendre les bons mots pour exprimer les affaires. Hein, les machins, les bidules, les patentes, là, il faut trouver à un moment donné les bons termes pour les bonnes affaires. Fait que même si les gens n'aiment pas lire, pourquoi ils n'aiment pas lire? Parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. S'ils comprennent, ben, ils vont être capables de lire des choses qu'ils comprennent, donc ils vont être intéressés à lire. Donc, vous voyez, si on crée des environnements d'apprentissage où la communication est fondamentale et qu'on utilise le langage, ça, c'était l'autre élément qu'une entreprise m'a dit de haute technologie. C'est les gens qui sont là-dedans, c'est collégial universitaire. Communication, problème principal. Les gens ne parlent pas, puis quand ils se parlent, ils ne comprennent pas. Contrôle de la qualité. 6 compagnons qui accompagnent des apprentis n'utilisent pas le même langage pour les mêmes procédures de travail. Fait qu'imaginez comment que le contrôle de la qualité peut se contrôler là-dedans. Donc, vous voyez, d'un concept, on dit littératie, ça, la littérature, ça, c'est la lecture, on n'aime pas ça. Mais ça, en bout de piste, ça crée un problème de contrôle de qualité dans le travail que tu vas avoir à faire parce que tu ne comprends pas ce que tu fais. Ou tu fais que ce qu'on t'a fait comprendre. Tu n'es pas capable d'évoluer. Bien là, à ce moment-là, on a un problème. Citoyenneté mondiale, ben donc ça, c'est l'autre volet, qu'on n'est plus juste dans notre petit raccoin. On est dans un monde qui est ouvert sur l'humanité et sur l'ensemble des différentes races, des différentes cultures, etc. Donc, l'inclusivité vient jouer là-dedans, la communication, ces choses-là. Donc, vous voyez, ça, c'est les compétences du 21e siècle que j'ai pris du ministère de l'Éducation de l'Ontario et que quand on lit différents articles là-dessus, ça tourne tout alentour de ça. Donc, vous voyez, ça a l'air drôle à dire, mais peut-être que la première chose que vos élèves doivent apprendre dans votre cours, la première journée ou la première semaine ou le premier mois, c'est d'apprendre à lire votre métier. Apprendre le langage, le vocabulaire de votre métier, parce que le langage de votre métier, c'est la porte d'entrée à la compréhension de votre métier. Mais discutez entre vous comme enseignant, comment vous appelez les choses dans votre métier. J'ai vu, moi, dans un cours de conduite de camion, à un moment donné, hein, le professeur qui donnait un cours de théorie sur les différents réceptacles ou qui
qui retenait les liquides dans un moteur. Il y avait un nom pour chaque chose, au niveau du radiateur, au niveau du lave-glace, au niveau... Puis la personne qui était dans le cours en train de donner la conduite, il disait aux étudiants, check les bocaux. Il y a comme un langage à avoir de façon standardisée, sans non plus tomber dans un excès de francisation. Hein, il y a toujours, moi je me suis aperçu d'une chose quand j'ai travaillé avec des ingénieurs, des gens de terrain des gens qui travaillaient au niveau des ministères sur l'établissement de règles. Hein, il y a une solitude, il y a deux solitudes. Il y a ceux qui définissent des règles et ceux qui les appliquent. Puis quand ils se parlent, ils s'ostinent l'un l'autre. Pendant 20 ans de temps, j'ai travaillé beaucoup dans des organisations comme ça, où les gens, je créais un troisième langage. Tu dis ça, j'ai un exemple très concret là-dessus, des installateurs de panneaux de signalisation sur les chantiers routiers. On a une petite idée de ce que c'est, les chantiers routiers? Ben, les autres, déjà, le ministère disait, telle pancarte, c'est le N774. L'autre, ben non, c'est pas celui-là, c'est la femme enceinte. Ah, la femme enceinte, c'est quoi ça? Ben, c'est celle-là qui a une courbe de même. OK. Bon. Dans l'autre compagnie, il s'appelle comment, ça? Il y avait un autre nom. Bon, y a-t-il moyen d'avoir entre les deux? Parce que là, toutes les niaiseries, les chiffres, on ne comprend rien. Bon, la femme enceinte, on la comprend, elle. Donc, ça dépend. On est dans la méthode de telle organisation. Donc, c'est pas anodin. C'est sûr que quand on enseigne un métier, moi, j'enseignais l'ébéniste stérique, c'est important, touche à du bois puis rabote. Mais si tu n'es pas capable de différencier une essence de bois d'un autre, je me rappellerai l'exemple que j'avais, le livre de référence, c'était La flore laurentienne de Marie-Victorin. Pour certains, ça ne veut rien dire, là. Mais les mères étaient simples. Je ne formais pas des bûcherons, je formais des ébénistes. Un ébéniste, ça ne reconnaît pas le bois par rapport aux feuilles d'arbres, ça les reconnaît par rapport aux planches. Un bûcheron, ça ne reconnaît pas des planches, ça reconnaît des feuilles. Vous voyez, puis des écorces. Fait que vous voyez, mauvais, du bois, c'est du bois. Mais non, du bois, c'est pas du bois. On a découvert dans le domaine de l'alimentation, par exemple, on a travaillé, ça a été dans ma thèse de doctorat, on a travaillé là-dessus. On travaille avec les mêmes concepts. On a travaillé avec des services de restauration, on a travaillé avec des gens en cuisine d'établissement, en boucherie. Et là, on travaillait sur les pièces de viande. On avait toutes les mêmes dénominations, mais on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas structurés de la même façon. Donc, c'est une erreur de penser que si on prend un boucher pour donner de la formation en cuisine d'établissement à des gens en cuisine ou en service de restauration, ne parle pas le même langage. Lui, c'est les coupes primaires qui l'intéressent. Celui en service de restauration, c'est les appellations qui l'intéressent. Puis le cuisinier, ben, c'est les coupes secondaires qui l'intéressent. Donc, vous voyez, on a les mêmes appellations, mais pas dans la même structure d'information. Fait que le sens se fait dans sa structure et dans le métier. Donc, c'est des erreurs à ne pas faire. Mais, vous voyez, communication, travail collaboratif, apprendre à travailler avec d'autres. Travailler différemment. Donc, ce ne sont pas les emplois qui vont changer dans l'avenir. Rassurez-vous au niveau de la formation professionnelle, même si on nous parle qu'il va y avoir dans l'avenir des centres de données de nuagique, ou est-ce que là, il va y avoir des édifices d'une dimension invraisemblable dans le Grand Nord pour la température. Ça va quand même falloir avoir une toilette là-dedans. Il va falloir quand même qu'il y ait une structure. Il va falloir quand même que le courant se rende là. Et dans le fond, on était un peu safe au niveau de la formation professionnelle. Nos métiers de base, c'est surtout menaçant pour les métiers du haut collégial et universitaire dans certaines circonstances, si on peut dire. Pour une fois, c'est eux qui vont manger le coup. En tout cas, ils montraient dernièrement pour les analyses de radiographie au niveau de la... si j'étais un analyste au niveau des radiographies, je commencerais déjà à penser à un perfectionnement, à mon avis, parce que là, la machine va être vraiment meilleure, puis ça va être dans les années qui viennent, dans 3-4 ans environ. Fait que, pourtant, ils sont payés quand même 600 000, 700 000, ces gens-là. Eux, on perd le job. Mais nous autres les jobs ne changeront pas, c'est les tâches dedans qui vont changer. Donc, les tâches seront créées, substituées ou enrichies. C'est ça qu'il faut comprendre. La pratique. Donc, l'enjeu lié à la réalisation d'un acte professionnel, et ça, ce que je vous montre là, c'est le ministère de l'Éducation qui l'a écrit. C'est dans nos programmes, quand ils font la présentation des programmes. Donc, dans nos métiers, la pratique que l'on enseigne, c'est il y a une tâche, il y a des conditions de réalisation, il y a des exigences du travail, il y a la connaissance nécessaire, il y a l'habileté à développer et il y a l'attitude à manifester. Oui, c'est le cycle, les enjeux lorsqu'on réalise une tâche. On n'est plus simplement dans fais la tâche avec un paramètre de réussite puis tu as une bonne note. Tu l'as-tu réussi dépendamment des exigences du travail? L'as-tu réussi en utilisant les connaissances? Explique-moi ce que tu fais. Ah, je ne suis pas capable, mais je vais vous le montrer. Non, mets des mots sur ce que tu fais. Donc, parce que sans ça, c'est ça qui va te faire comprendre. Après ça, l'habileté. C'est sûr, il faut qu'il y ait une habileté motrice, manuelle pour faire le travail, et l'attitude à manifester. C'est sûr, je lui ai fait une belle soudure, puis tout était beau, parfait, je suis tellement content, je donnais un coup de pied dans le fond d'une poubelle, je l'ai fait sursauter 3-4. Mon attitude n'était pas bonne, parce que j'ai mis les autres en danger par rapport à ma satisfaction personnelle. Ma tâche est manquée.
Il ne faut pas juste regarder le cordon de soudure. Le cordon de soudure, il est dans un contexte. Donc, si je te donne 1 heure pour le faire, ça va bien. Si je te donne 2 minutes pour le faire, ça va-tu aussi bien? On s'est aperçu que les attitudes se provoquent dépendamment du temps dont on donne à la disposition des personnes. La manifestation de l'intelligence dans le travail. Hein, là, le travail est différent. Il ne faut plus simplement regarder le programme et dire voici les comportements, puis on va organiser l'activité par rapport à ça. Il faut penser situation de travail. Il ne faut plus penser tâche seulement. Donc, on met en place une situation de travail. Donc, il y a un lieu, des acteurs, des règles, des instruments. Là-dedans, il y a un événement qui arrive, il y a une tâche qui provoque la tâche à réaliser en lien avec un résultat attendu et des enjeux à gérer également. Et tout ça est ensemble. Pas dans une séquence. L'événement arrive, fait la tâche. Puis fait la tâche telle qu'elle est demandée, dépendamment de la situation de travail où tu te retrouves. Fait que tout ça, l'intelligence professionnelle, ce qu'elle doit, c'est capter ça. Pour être capable de recevoir l'information et de la percevoir. Pour arriver à l'analyse des liens qui ont entre les morceaux, pour finalement adapter ma pratique, prendre une décision et proposer une action et un comportement manifesté. Pas faire ce que le prof me dit, mais lui proposer ce que je suis en train de vouloir faire. Et après ça, on va l'analyser. L'aspect réflexif est un élément clé. Pour réfléchir, ça prend des mots. Ça prend des mots qui vous amènent des concepts, et ces concepts-là prennent leur sens où? Dans une situation de travail. L'intelligence professionnelle, c'est comme ça qu'elle se manifeste. Elle est différente de l'intelligence artificielle où on va capter un ensemble de données à l'intérieur de laquelle on va développer des algorithmes pour que les liens se fassent. On peut-tu faire minimalement la même chose avec nos étudiants? Donc, c'est ça qui est l'objectif à toute fin pratique et pour aller au-delà de. Les enjeux de l'acte professionnel. Donc, les enjeux, il y a des enjeux relationnels, il y a des enjeux technologiques, puis il y a des enjeux manuels. Donc, c'est pas vrai qu'on fait une tâche, tu as des critères, tu l'as pas. Hein? Les enjeux relationnels, réactivité, flexibilité, intelligibilité, pertinence, éthique et qualité. Technologique, précision, quantité, conformité, efficacité, sécurité, contrôle. Manuel, sécurité, minutie, habileté, dextérité, force, coordination. Oui, c'est ça une tâche. Si je ne comprends pas ça, j'ai juste l'impression qu'en autant que le prof est content quand il finit ma tâche, que j'ai ma note, c'est correct. On n'est pas en train de développer l'intelligence professionnelle. C'est de comprendre qu'un acte professionnel, un acte de formation professionnelle chez un individu compétent, c'est il est capable de gérer le relationnel, il est capable de gérer le technologique, il est capable de gérer le manuel. Et dépendamment des métiers, l'un est à plus forte incidence que d'autres. Je suis dans le domaine de la santé, je suis plus dans le relationnel, je suis aussi dans le technologique et aussi dans le manuel. Si je suis en soudure, c'est autre chose. Je suis en mécanique, donc on joue là-dedans. Mais l'étudiant, lui, il ne faut pas qu'on lui dise, il faut qu'il s'en rende compte et qu'il analyse son travail en conséquence de ça. Donc, et de ça, on parlait des niveaux tout à l'heure d'intelligence professionnelle. Regardons les niveaux de compétences professionnelles. J'ai voulu faire un croisement de 3 catégories là-dedans. L'action, la conscience et le comportement. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, si on veut traduire ça dans un langage plus scolaire, là, plus curriculum. Bon, le domaine moteur, le domaine cognitif, le domaine affectif. J'ai pris ces auteurs-là, j'aurais pu en prendre d'autres. Ce que je veux vous amener à comprendre, c'est le lien qu'il y a entre chacun. Hein? Nous, là, on veut passer du concret à l'abstrait. Les jobs faciles, c'est des jobs qui sont concrets. À l'époque, on construisait les cathédrales, c'était sur 150, 200 ans. Fait que on ne prenait pas l'intelligence dessus une seule personne. Puis ce qu'il y avait à faire était relativement simple, malgré si l'ensemble était complexe à la fin. L'individu qui gossait sa pierre, là, il faisait ça longtemps avant de faire d'autres choses. Fait que les apprentissages étaient simples, donc il s'apprenait en le faisant. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est dans un monde qui est invisible. Faire apprendre le débit crédit avec une carte de débit et une carte de crédit, c'est 2 cartes de plastique, c'est plus difficile que quand j'avais de l'argent dans tes poches quand tu n'en avais pas. C'est à cet égard-là. Vous voyez? Avant, le mécanicien ouvrait son moteur, il entendait, il sentait, puis il voyait. Là, il ouvre un moteur électrique, il sent rien, il voit rien, puis il n'entend rien. Ça ne marche pas. Donc, ou c'est une boîte dans le moteur conventionnel, parce que j'ai appris, mon véhicule a 7 ordinateurs dedans. Fait qu'on n'est plus à 1, on est rendu à 7. Fait qu'on n'est plus à l'époque, ça doit être le senseur qui est pété, on va changer le senseur. Non, il faut que tu essaies de comprendre dans ta tête ce que le microprocesseur qui est là fait. Et là, si tu comprends ça, tu vas comprendre le résultat qu'il donne. Mais tu ne fais pas juste regarder, la patente est pétée, c'est qu'on va changer l'ordinateur. Il faut que tu comprennes, tu as une imaginaire par rapport à ça. Donc, on tend vers l'abstrait. Ça veut dire que vos étudiants, même si l'AFP est concrète et que pour certains, c'est pour des manuels, non, il faut tirer le monde par en haut à cet égard-là.
il y a comme une éducation sociale qu'il faudra qu'on fasse à cet égard-là, éventuellement. On essaie d'en faire depuis un bout de temps, mais il faut arrêter de s'en parler à l'interne pour sortir ça à l'externe. Donc, vous voyez, ça, c'est les actions qui sont associées à l'un et l'autre de ces types de domaines-là qui est au niveau de la hiérarchie qu'on a mis sur les niveaux de compétences professionnelles. Donc, si je veux amener quelqu'un, vous voyez le plus bas, perception, imiter, exécuter, ça c'est du domaine moteur. Domaine cognitif, connaître, comprendre, appliquer. Domaine affectif, conscience, volonté de recevoir, assentiment et volonté de répondre. Hein? Au début de votre cours, vous posez des questions à vos étudiants, ils ne vous répondent pas tout de suite, ils ne sont même pas à ce stade-là. Là. Ils n'ont même pas encore décidé s'ils allaient vous écouter. Fait qu'imaginez, si vous voulez les amener au dernier niveau, qui est mouvement créatif, varié, improvisé, composé, hein, adapter son travail, on est là. Domaine cognitif, évaluer, pas évaluer dans un test, évaluer moi-même mon travail par rapport aux attentes qu'il y a. Et comportemental, disposition généralisée, caractérisation. Je manifeste dans mon cours ce qu'est un professionnel de mon métier pour créer le lien de confiance. Vous voyez, ça c'est ce qu'on veut amener le monde en haut. Et le doute se passe entre les deux, dans le sens que jusqu'où peut se rendre l'intelligence artificielle et où commence celle-là de l'humain par rapport à ça. Et ce qui est important de comprendre, il n'y a pas de décalage. Si je dis, je veux amener mes étudiants à évaluer, il faut que dans ma ligne, elle est horizontale. Il ne faut pas dire, oh non, on va lui dire quoi faire. Comportement, on va lui donner des règles, qu'il respecte, on va le punir s'il ne le fait pas. Il faut l'amener à être capable d'évaluer. Non, c'est que si vous décidez, dans le domaine cognitif, on veut qu'il évalue, dans le domaine moteur, on veut qu'il improvise et compose et adapte, bien, il va falloir qu'au niveau comportemental, il y ait le même niveau aussi. Donc, vous voyez que le niveau, il comporte 3 cases, savoir, savoir-faire, savoir-être, qui doivent se développer en même temps. Donc, ils n'ont pas en quinconce, si on peut dire. Et là, ce que ça nous dit l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va s'occuper du bas pour l'instant, puis elle va commencer à monter, puis elle va monter. Nous, il faut qu'on commence à monter tout de suite, parce que là, on va se piler ses pieds. Puis entre le choix d'un travailleur et de l'intelligence artificielle, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire le choix qui va se faire. Donc, on a une responsabilité de l'incidence de la formation de l'intelligence artificielle sur la formation que l'on donne, c'est de rendre nos étudiants plus intelligents professionnellement, comme tel. Et là, oui, j'ai mis également des dénominations là-dedans, le survivant, l'apprenant, et là, on commence dans la structure avec l'aspect fonctionnel. Posez-vous une question que j'avais déjà posée à des enseignants en tant que j'étais dans ma commission scolaire en conduite des camions. Je leur avais dit, as-tu assez confiance à ton enseignement pour qu'à la fin du cours, le dernier cours qui suit, là, tu lui donnes son enveloppe, il part avec le camion de l'école, puis il revient 3 jours après. Et les profs me disaient, tu fous, toi? Mais c'est parce que, regarde, après-demain, là, il est chez Robert Transport pour s'en va aux États-Unis. Ah, moi, je ne prends pas ce risque-là. Et tu ne sauterais pas en parachute par le parachute plié par un de tes étudiants. Puis tu vas l'envoyer plier des parachutes pour d'autres. Donc, vous voyez, il y a comme une cohérence. Il faut avoir suffisamment confiance à notre formation pour qu'à la fin, on ait la conviction. Je comprends vos réalités. Je les comprends toutes. C'est-à-dire que, je sais pas, quand je vais être méchant, je dis aux gens, engageriez-vous tous les élèves que vous avez diplômés? Je connais un peu la réponse. Donc, à cet égard-là, mais en 2018, dans une pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on est, pendant que le gouvernement essaie de trouver toutes sortes de façons pour sortir le monde des écoles, augmenter les diplômes, qui c'est rien qu'un papier, ou d'intégrer le monde au plus sacré des entreprises pour aller satisfaire à l'entreprise, mais de condamner le travailleur à rester dans cette entreprise-là, dites-vous toujours une chose, je ne parle pas de la vertu de la seulement travail-études ou de ces choses-là, mais c'est qu'un milieu de travail, ce n'est pas un milieu de formation, c'est un milieu de travail. Regarde, nous, dans nos centres, si on a à choisir entre la production et l'apprentissage, on va choisir l'apprentissage, c'est l'ultime de notre raison d'être. Dans une entreprise, si j'ai une grosse commande qui vient d'arriver, puis j'avais 3 stagiaires, là, puis mes meilleurs étaient dessus, là, je pense que moi, je vais vous donner un deuxième meilleur dessus pendant que les autres ils vont aller produire. Ma raison d'être, c'est qu'il faut que je produise, puis l'argent doit être là. Je me suis déjà fait dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, parce que je m'étais aperçu en travaillant avec les experts de l'entreprise sur le sujet qui avait à traiter, je ne vous dirai pas dans quel métier. Ils disent, misère, ils ne sont pas forts, tes gens. On avait monté un petit test pour savoir le niveau de compétence des employés, puis les formateurs n'étaient même pas en mesure de le réussir. Alors, il dit, Henri, il dit, Gardin, il dit, moi, je prends les meilleurs que je peux me passer. Ça, c'est ce niveau-là. Je ne peux pas prendre les meilleurs de mes meilleurs. Mes meilleurs de mes meilleurs, ils produisent. Mon entreprise a produit. Donc, on peut utiliser la vertu de ces choses-là, comme le ministère est parti sur le concept du système dual. Moi, je suis d'accord que le système, il faudra le faire au complet. Il faut aller faire un tour en Allemagne pour savoir comment sont traités les formateurs du système dual. On est dans un autre registre, peux-tu vous dire, de ce qui se passe ici? Il est payé plus cher que le gars qui travaille dans son métier
dans l'entreprise. Pas sûr que c'est le cas ici. Hein? C'est-à-dire que pas sûr qu'un gars en machinerie lourde a le même salaire comme enseignant qu'il a dans les mines, dans les mines dans le Nord. Hein? Ils ont des problèmes à trouver des profs dans ce coin-là. Il y a bien des métiers, on est payé bien plus cher que ce que l'enseignant peut être payé. Mais prenons pas juste ce qui fait notre affaire, prenons le modèle au complet, par exemple, on va valoriser la fonction enseignante et on va faire en sorte d'amener ces gens-là au bon endroit, puis on va valoriser la fonction, puis là, on va former des gens compétents. Il faut penser aux citoyens, on utilise des données publiques. L'impôt des contribuables pour former quelqu'un qui a été condamné à rester dans une entreprise qui va former ses postes, probablement, on va former ce poste-là dans peu de temps, quand une autre machine fera le travail à toute fin pratique. Donc, il faut penser à l'humain qui est devant nous, pas juste au diplôme qu'il va donner ou à la finance qu'il va amener dans l'organisation. On est à un autre niveau. Mais, regardez, je rêve à ce niveau-là. On jase. Expertise. Vous voyez? Expertise et, finalement, la partie excellence. Et l'excellence, ne perdez pas votre temps là-dedans. On ne forme pas quelqu'un à être excellent, il le devient. Occupons-nous de la base. Hein. Lui, il va s'occuper de la balance à ce niveau-là. Donc, là encore, on a une zone grise. On veut les amener où par rapport à ça? Dernière partie, qui est la partie du changement anticipé. Donc, développer l'intelligence professionnelle, c'est rendre conscient, il faut que les apprenants se rendent conscients du travail, des incidences, des circonstances et des conséquences sur ces pratiques. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça va donner? Puis es-tu la bonne façon de faire? Comment tu vas améliorer ça? Donc, amener l'apprenant à mobiliser des ressources individuelles, à agir, réussir et progresser dans différents contextes selon les performances définies et avec tous les savoirs nécessaires. Donc, comment on pourrait faire ça? Favoriser l'identification et la pose de problèmes. Donc, avant de comprendre la solution, il faut bien que tu comprennes le problème. Puis quand tu comprends le problème, tu es bien parti pour comprendre la solution. Mais quand dans le fond, tu comprends que la solution, tu ne sais pas de quel problème qui vient. Il y a un étudiant qui m'avait dit à un moment donné qu'il était bien étonné d'avoir des réponses à des questions qui ne se posaient pas. Fait que là, j'ai changé un peu mes façons d'enseigner en disant, bon, on va vous amener à poser la question de la réponse que je vais vous donner. Donc, vous voyez, c'est une autre approche. Parce qu'on dit, mais non, s'il n'y a pas la théorie, comment tu veux te comprendre? Quand tu y donnes, puis il ne comprend pas. Ça fait que peut-être on va virer ça de l'autre bord. On lui donne un problème, on le fait réfléchir sur le problème avant de le mettre sur les machines, on comprend bien. Et là, de dire, qu'est-ce que tu en penses? Quand tous mes étudiants à l'université qui l'essayent dans leur classe, ils trouvent tout ça extraordinaire. Ils disent, hey, ça va bien plus vite, ils sont bien plus intéressés. Il faut faire confiance, hein? Ce n'est pas un adversaire, vos étudiants. Hein? C'est un partenaire. C'est rien que lui qui peut apprendre, vous ne pouvez pas apprendre à sa place, comme j'ai dit au tout début. Donc, on ne peut que l'accompagner à aller où est-ce qu'on veut qu'il aille. Puis s'il ne veut pas y aller, bien là, vous êtes bien mal pris. Donc, il faut vendre ça à vos étudiants, très pratique. Dans le fond, vous devez représenter le devenir qui veut devenir. Des fois, on peut se poser des questions, mais, règle générale, vous êtes le premier objet d'apprentissage de vos étudiants, pas dans les livres. Vous êtes celui qui doit apprendre, parce que vous êtes l'image du métier qu'ils veulent faire. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, favoriser le passage à l'action. Réfléchir, hein, de faire de la réflexion, de faire de l'analyse, de comprendre le problème avant de commencer à le faire. On veut tout de suite aller dans le shop. Mais non, qu'est-ce que tu vas aller faire dans le shop? Ben, vous allez me le dire. Mais non, regarde, voici le problème que tu as à résoudre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben là, vous allez me le dire. Mais non, réfléchis. Ça va prendre une semaine ou deux avec vos étudiants pour les amener dans ce mood-là. Mais une fois qu'ils vont être partis, ils vont aimer ça, pas à peu près. Parce que là, ils vont se prendre en main. Les étudiants, moi, à l'université, ça leur prend 5 cours sur 15 pour se décoller. C'est-à-dire que là, ils apprennent que c'est pas le PowerPoint, je les avertis. Le cours en présence, il n'y a pas de contenu. On fait juste comprendre le problème. Il y a un auteur qui disait qu'il n'y a pas d'apprenant ignorant, il n'y a que des savoirs ignorés. Puis quand on va faire chercher quelqu'un, il n'est pas intéressé à chercher ce qu'il connaît déjà, puis il ne peut pas chercher ce qu'il ne connaît pas. Donc, avant de commencer à vouloir faire chercher, il faut qu'il apprenne qu'il ne sait pas. Donc, il faut lui donner des situations où il dit, ah, je ne sais pas. OK, là, on vient de trouver ça que tu dois apprendre. Donc, à ce moment-là, mais au départ, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Il est convaincu qu'il le sait. Vous voyez, c'est compliqué mon affaire, mais je pense que vous comprenez l'essence de mon message par rapport à ça. OK? Favoriser la capacité à imaginer d'autres façons de faire et de s'adapter. C'est un exercice avec mes étudiants en classe. Donnez des post-it. Parfait, vous n'avez pas le droit d'écrire dessus. Trouvez-moi des façons d'utiliser ça. D'une autre façon. Imagination. On va trouver des affaires extraordinaires avec ça. Imaginer d'autres façons, faire sortir l'imaginaire, même des choses absurdes. Il faut qu'il découvre bien que c'est absurde. Il ne faut pas lui dire, il faut qu'il découvre que ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez, l'imaginaire pour s'adapter. Travailler en synergie et en réseau. Communiquer des informations
et apprendre à négocier, à justifier ses choix. C'est ça que tu veux faire, qu'est-ce que ça prend pour le faire? Tu as besoin de qui pour le faire? Quand est-ce que ça va être fait? Hein? L'imputabilité au niveau de la personne. Mais non, on dit, donc, c'est des enfants, ils ne feront pas ça, puis si on ne le dit pas, puis au départ, ils vont réagir, ils vont dire, hey, à l'école, hein, un prof, c'est fait pour nous dire des affaires, puis on va prendre des affaires, puis on va faire des examens, puis on va réussir, puis après ça, on fait ce qu'on peut. Pour beaucoup de gens, aller à l'école, c'est là pour faire du temps. C'est triste à dire, mais c'est de même. Mais comment faire pour, hein, vous avez essayé de faire des efforts, il y a deux éléments, c'est que besoin et désir. Ils n'ont pas de besoin, jouer sur le désir. Il y a moyen d'allumer le monde. Mais ce n'est pas en étant dans un modèle traditionnel qu'on va arriver à ça. Enseigner différemment. Ce ne sont pas que les contenus enseignés qui vont changer, mais surtout les façons de les faire apprendre. Ces apprentissages devront intégrer le raisonnement, l'intuition et l'adaptation. Oui, dans votre métier, quand on vous dit expert, là, j'ai beaucoup analysé ça avec des ingénieurs et autres. Il arrive un moment où il me dit, ça c'est le feeling, hein, c'est l'intuition, c'est le feeling. Je sais assez d'affaires, il pas besoin de te l'écrire, je sais que c'est ça que ça fait. Il faut amener l'étudiant à ça, hein, à la partie intuitive. Mais remarquez aussi, beaucoup de personnes vont vous dire, ça c'est le feeling parce qu'ils ne veulent pas vous dire ou ils ne sont pas capables, ça c'est autre chose. Mais l'idée là-dedans, il y a une partie intuitive, mais l'intuition, il faut laisser de la place à l'imagination. Donc, ça se peut que l'individu arrive à des choses. Moi, quand j'enseignais les ministériels, puis ça fait quand même un certain temps, pour motiver mes étudiants, je leur disais, regardez, quand vous avez fini sur vos apprentissages, là, vous avez ce projet-là à faire. Moi, je ne suis pas capable de le faire, ce projet-là, je l'ai jamais compris. Leur défi, c'était de faire ce que je ne pouvais pas faire. Mais lorsqu'il était rendu là, il était capable de le faire. J'étais capable de le faire, le travail, mais je leur donnais comme défi de me dépasser là-dessus. Donc, vous voyez, tout le volet raisonnement, motivation, adaptation, intuition, c'est des choses à considérer pour ce que nous provoque l'intelligence artificielle. Donc, apprendre différemment. Vous voyez, je dis souvent aux gens, c'est compliqué d'expliquer quelque chose de simple, puis c'est simple d'expliquer quelque chose de compliqué. Quand je présente ça à mes étudiants, ils me disent toujours, donc bien compliqué. Non, ça, c'est la vie de tous les jours. Quand vous travaillez dans une entreprise, là, vous êtes dans une situation de travail. On fait juste comprendre la réalité. Dans cette situation-là, il y a un lieu, il y a des instruments, il y a des acteurs, il y a un but. Regarde, si tu fais des pelles à neige, tu fais des pelles à neige. C'est ça qui est ton but. Donc, c'est un domaine d'activité, donc les pelles à neige, puis ça, c'est le modèle qu'on fait. La tâche préécrite pour les faire, voici ce qu'il faut faire. Puis ça prend tant de temps pour le faire, une temporalité à ce niveau-là. Puis il y a une façon de procéder. Voici comment on s'y prend. Là, la deuxième couche, là, on tombe sur l'action. On dit, on vient de t'engager, maintenant, on va faire des pelles à neige. On dit, ta pratique, tu as une attitude à manifester où tu es sécuritaire, tu as des contraintes. Regarde, toi, tu as travaillé, tu as une machine à l'école, c'est pas la même machine qui est ici, à ce niveau-là. Donc, et tu as des objectifs, il y en aura 42 pelles à neige. Tu as un objectif qui est à faire, puis il faut tout que soit pareil. Tu as des schèmes, ici, c'est de même que ça fait. C'est comme ça la représentation que l'on a. Et tu as des concepts, un vocabulaire du métier et des indicateurs de réussite. Quand c'est le même, c'est correct. Mais ça, c'est dans un contexte où il arrive des événements. Oups, tu étais parti sur la machine et pété. Oups, le client, il était 40, on est rendu à 75. Mais dans le même délai. Donc, des événements qui arrivent. Il y a des indicateurs de résultats. Il faut que, oui, on en a plus, mais il faut arriver au même résultat avec plus. Donc, des défis, des enjeux, des tâches effectives. Hein. Quand la tâche prescrite, c'est demain que tu dois la faire, quand tu as fait, ça ne marche jamais. Quand je vois dans les entreprises, tu as des gros manuels faits par des ingénieurs, ça des pets de poussière dessus. Tu dis, mais quand ça, vous n'en servez pas, tous les procédés sont là-dessus. Ouais, ça, c'est des tâches qu'on est censé faire, mais ça ne marche plus. Parce que les machines sont usées, les gabarits ont changé, les choses, la réalité a changé. Donc, tâches prescrites, tâches effectives. Mais quand à l'école, on nous fait apprendre des tâches prescrites, c'est pas rien qu'en FP, en éducation, c'est ça qui se fait. Là. Je suis rendu vice-doyen, et je regarde qu'on forme des enseignants à faire des tâches prescrites. Puis ils meurent à la tâche parce que la tâche, elle ne marche jamais comme elle est prévue, parce qu'une tâche effective qui fait en sorte que les étudiants aujourd'hui, parce que c'est pas ça qui s'est passé. Il est arrivé un événement, une tempête de neige, ils sont tous ses nerfs, puis là, à ce moment-là, on va s'en retourner, on reste plus à la maison. Là, le climat de la classe a changé, donc il faut que je change ma pratique, il faut que je m'adapte à ce niveau-là. Donc, vous voyez, le grand défi, c'est entre la tâche prescrite et la tâche effective. Si on n'enseigne que la tâche prescrite, il faut s'assurer, quand je disais, le prof est l'emmerdeur de la classe, je te ferai la même tâche, mais je ne te donne pas les mêmes paramètres. Tu es en train de la faire, oh, pas de même, on va en faire 2 pouces plus long. Ah, ouais, mais c'est pas ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, mais quand ça, c'est la vie. Les tâches évoluent. Donc, comment tu t'y es pris? Comment tu vas-tu prendre pour t'adapter à ce niveau-là? Donc, vous voyez, apprendre différemment. Au lieu d'avoir un apprentissage linéaire, c'est
la loi du chaos, dans le sens que, mais le chaos, c'est pas l'inorganisation, c'est une organisation qui est différente. Elle n'est pas linéaire, elle est structurée, le chaos est structuré. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais il faut amener l'individu à dire c'est toi qui es le décideur et non pas la machine. Donc, créer des conditions. On travaille présentement sur des environnements d'apprentissage actif qui veut devenir un modèle différent de l'apprentissage traditionnel où on dit des choses, on fait faire des démonstrations, puis on le fait faire. On dit non, on va tomber dans un autre. On part, tu as quelque chose à faire. Tu as un problème à résoudre. C'est-à-dire, tu as une activité, tu es dans l'action. Et il faut que tu arrives à un résultat. Si tu es dans le domaine d'une formation professionnalisante, que ce soit de niveau secondaire, collégial, universitaire, c'est pareil. Hein? Si je suis dans le domaine de l'enseignement, tu as une activité, tu as un cours à donner, puis le résultat, il faut que tu motives les étudiants. Il faut qu'ils réussissent. Bon, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Ah, ça peut être, je peux te donner un projet, on peut faire des analyses de pratique, on peut faire des tâches, on peut résoudre des problèmes, on peut gérer des situations, ou on peut faire des expériences. Hein, il n'y en a pas 50 millions, on est pas mal là-dedans. Vous pouvez décider, vos étudiants, on met dans l'action un projet que vous allez leur donner, des tâches à réaliser, etc. Là-dedans, quelle action qu'on va leur faire faire? Ça, c'est le contexte dans lequel on va le placer. Il faut qu'ils crient, il faut qu'ils interagissent, il faut qu'ils cherchent, il faut qu'ils échangent, il faut qu'ils développent, il faut qu'ils partagent. Plutôt que de dire, regardez, c'est ça la tâche qu'on va faire. On va vous donner mon cours, ça va servir à ça. Non, on part d'autre. Voici la tâche que vous allez faire, faites-moi une hypothèse. On ne sait pas, monsieur. Faites-moi une hypothèse. Comment vous y prendrez? Mettez-vous 3-4 ensemble. Là. Comment vous feriez ça? À partir de vos connaissances actuelles. Moi, j'ai été dans beaucoup de pays en voie de développement et dans d'autres pays qui étaient développés aussi. Pour connaître les gens, c'est ce que je faisais. Je leur demandais, quand j'étais en Haïti, je leur demandais, dessinez-moi l'apprentissage. C'est un méchant défi. Je pense qu'on peut m'écrire n'importe quoi, même des mots qu'on ne comprend pas, mais on ne peut pas me dessiner ce que je ne conçois pas. Donc, à ce moment-là, il y avait des dessins qui se faisaient. Et là, on comparait les dessins qui avaient été faits par les enseignants, les inspecteurs et les directeurs. Tous les directeurs ont fait exactement le même dessin, puis ils ne se connaissent même pas. Puis c'est une école qui n'existe pas. C'est l'école qu'on nous a vendue. Qu'un jour, peut-être, en Haïti, il y aurait. Il y avait même le drapeau, les toilettes, la place du directeur, même le bureau, le papier était là. Tandis que les enseignants nous parlaient de totalement d'autres choses. Et là, j'avais la représentation, les schèmes mentaux qui étaient développés chez les personnes par rapport à ça. Faire ces hypothèses-là, quand je ne fais pas ça, j'enseigne à différentes nationalités, là, dans mes cours, je ne peux pas aller chercher leur représentation. Plutôt que de me fendre la tête pour essayer de leur expliquer ce que moi je comprends, il faut que j'aille comprendre ce que les autres comprennent déjà. Et là, après ça, les amener à trouver qu'il nous manque quelque chose à ce niveau-là. Donc, vous voyez, des actions qui ne sont pas de l'ordre juste de souder, mais ça, c'est des actions génériques pour le développement de l'intelligence professionnelle. Donc, traiter de l'information, c'est l'élément clé. On n'a pas rien à aller dans le profond. L'être humain n'a pas besoin d'apprentissage profond. Lui, c'est des apprentissages qu'il comprend. Plus il apprend et comprend, plus il est performant par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à ça, de ce que je déduis. Donc, collaboration, responsabilisation et interaction. C'est les trois éléments de base. Il faut que les gens travaillent ensemble comme tel. Pour finalement dire un environnement de développement de l'intelligence professionnelle, c'est ça à quoi ça va ressembler. Donc, l'intelligence artificielle, laissons-la aux robots. Essayons pas de la reproduire, dépassons ce qu'ils vont nous amener à faire. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le contrôle, d'avoir peur du contrôle des robots sur nous. On a simplement d'être supérieur à eux, mais ça commence à l'école, ça commence à l'apprentissage, ça commence à la façon dont on apprend. Donc, l'intelligence au travail, pour l'enseignant, cela veut dire enseigner différemment pour faire apprendre différemment et faire travailler différemment. Penser pour adapter ses pratiques de travail selon les enjeux d'un acte professionnel en considérant les circonstances de sa situation de travail. En conclusion, mes deux dernières, je ne voulais pas m'empêcher de parler de ça. Après cela, on viendra dire que la formation professionnelle, c'est pour des personnes manuelles et des décrocheurs potentiels. Et la formation professionnelle, c'est pour ceux qui veulent travailler avec intelligence. Merci de votre attention. Il reste du temps pour des questions, si vous avez des questions, des interrogations. Oui? Vous pouvez aller au micro? En arrière, nous prend le message. Bonjour, oui. Sébastien Peterka du Centre de formation professionnelle de Granby, en électromécanique. La question va être plus longue que la réponse, sûrement. J'ai de la misère à Vous ne me connaissez pas. OK.
Oui, mais on ne s'est jamais parlé non plus. Hein. Je suis très touché par ce que j'ai vu, puis même si je n'avais pas déjà abondé dans ce sens, j'aurais sûrement été convaincu, mais tu prêchais un converti. J'ai envie d'aller dans cette direction-là. Je ne suis peut-être pas le plus habile à le faire, mais bon, je suis un chercheur de vérité, puis bon, je ne l'aurai jamais. Sauf que quand je valide la compétence de mon étudiant, valider la compétence dans le cadre d'un DEP, puis que pour moi, c'est plus important si je suis en train de le voir mesurer une résistance, par exemple, en sanction. Pour moi, c'est plus important quand, exemple, il y a un signal sinusoïdal sur un oscilloscope, peu importe, il y a un graphique rendu. S'il est capable de me dire pourquoi c'est ça, tu vois ça, que de me dire avec exactitude, c'est 17 volts. Je trouve ça plus intéressant qu'ils me disent, qu'ils comprennent que ben, la wave qui est là, c'est parce que ça revient souvent, puis telle affaire, puis qu'ils me parlent dans son langage de lui. Mais qu'est-ce que tu vas faire si c'est pas ça que tu vois? Ah, peut-être de quoi de mal plug, il y a peut-être ça, c'est ça. Puis là, je fais comme, wow, il est compétent ce gars-là, je l'engage tout de suite, parce que j'aime mieux un gars qui connaît moins d'affaires, un gars, une fille en passant, hein, j'adore avoir une ou deux filles parce que mes gars, ils se calment dans ce temps-là. Là, j'en ai pas, puis je les sens un peu plus monsieur. Fait que c'est ça que je veux dire, c'est que je l'engagerais dans le sens que j'aime mieux une personne qui en connaît moins, mais qui est facile à vivre parce qu'il y a des aptitudes à apprendre par lui-même. Puis il y a beaucoup d'autodidactes en formation professionnelle. En tout cas, le 10 ans, c'était comme ça. Là, aujourd'hui, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais que quelqu'un qui a toute connaissance et vérité en toute chose, mais qu'il y a une posture professionnelle absolument abjecte, puis que c'est un enfoiré. Okay? Donc, ceci étant dit, quand j'arrive à la dernière page, puis que je vois que sa démarche est impeccable, qu'il y a de la rigueur, que c'est beau, que c'est inventif, qu'il a compris quelque chose, mais que j'arrive dans la méthode dichotomique, et je comprends que je ne peux pas demander à un pilote d'avion, d'un avion qui s'écrase, « Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? » Je ne sais pas, je connais juste 6 cadrans sur 10. Je comprends ça, que c'est oui ou c'est non. Mais moi, je trouve que c'est oui, mais le chiffre qui est là n'est pas bon. J'ai de la coche sur la cause, mais je le connais intimement, cet individu-là. J'ai vu cet individu-là. J'ai vu le génie dans son regard. Puis il y en a d'autres qui m'ont mis le bon chiffre, qui n'ont rien catché. Fait que je les envoie sur le milieu, dans le marché du travail. Le gars, il a les mains qui shake constamment comme ça. Et je sais qu'il va se tuer s'il touche une machine. Mais c'était 3,14. Super, mon gars. Mais si jamais il y a un bouton d'arrêt d'urgence à atteindre, je suis pas sûr que c'est toi qui vas courir pour y aller. Permettez-vous de répondre? Oui. Donc, ce que vous soulignez là, c'est, en mot simple, c'est le volet de l'évaluation des compétences. Donc, mais il y a un travail à faire là-dessus. Là. On a un vieux modèle d'évaluation qui a été traduit d'une certaine époque, qui n'a pas changé. Il y a d'autres façons de réfléchir à l'évaluation que celle-là. Je ne m'étendrai pas sur la pertinence du dichotomique ou autre. À l'époque, c'était important de l'avoir fait. Mais on peut dire qu'en 2018, l'évaluation d'une compétence, d'ailleurs, beaucoup de vos étudiants que vous diplômez, que vous n'engageriez pas, ont eu des bonnes notes, mais qui n'ont pas développé la compétence à cet égard-là. Donc, on a à réfléchir à d'autres façons. Il y a des idées, genre portfolio, des choses comme ça. Moi, j'ai toujours été plus porté du continuum, parce qu'étant donné qu'être compétent, c'est d'être capable de s'évaluer constamment. Donc, on l'a dit ce matin, ça fait partie d'eux. Et non pas que le prof m'évalue ou qu'un système m'évalue. J'ai un travail qui est à faire et un continuum à construire. Et à cet égard-là, c'est vers là qu'on devrait s'orienter vers l'évaluation des compétences, en ce qui me concerne. Donc, ça répond un peu à votre... Mais j'ajouterais à ce que vous avez dit, que l'un n'empêche pas l'autre. Je peux avoir quelqu'un qui est instinctif, mais il aura à communiquer avec d'autres. Si pour les autres, c'est des machins, des bidules, des patentes, ils ne se comprendront pas. Fait que, être intelligent professionnellement, c'est d'être capable de comprendre ce que je fais et de me faire comprendre par d'autres. Fait que là, le langage est essentiel là-dedans. Et ce n'est pas une contrainte. C'est que c'est sûr que si on l'aborde au fait que dans l'examen, il faut que tu aies le bon terme, là, on n'a pas quelque chose de très motivant. Mais si on met les gens en synergie les uns avec les autres, il faut qu'ils se comprennent avec son collègue, il va comprendre assez vite qu'il faut que ça se fasse comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on ne doit jamais dire aux étudiants, faites l'apprentissage, faites un examen là-dessus, parce que là, ça génère de l'adrénaline et c'est très mauvais. Il faut qu'ils l'apprennent parce qu'il y a le goût de l'apprendre, et ça génère de l'endorphine, et c'est mieux à ce niveau-là, à cet égard-là. Donc, vous voyez, il y a, et je vous dirais, il faut avoir une approche bottom-up. Dans le sens, il faut arrêter d'attendre que ça vienne d'en haut, ça ne viendra jamais d'en haut. Il faut que vous entendiez entre vous autres pour dire, regarde,
notre idée de la manière dont ça devrait être développé, c'est de même, puis on va y aller de même, puis on va les convaincre les gens. Le pire étourdi, le pire ennemi d'un prof, c'est son collègue, s'il ne se parle pas. Donc, à ce moment-là, parlez-vous, entendez-vous, puis on va vous entendre. Et le problème, c'est qu'attendez pas que ça vienne d'en haut. Juste une petite expérience, je conclurai là-dessus. Quand j'étais enseignant, je me disais, tabarnouche, il doit y avoir des génies au ministère, il doit y avoir des génies à la commission scolaire, il doit y avoir des génies au bureau régional du ministère de l'Éducation pour que tout ça fonctionne. Donc, j'ai été nommé conseiller pédagogique, je ne les ai pas trouvés dans ma commission scolaire. Puis, quand j'allais au ministère, il n'était pas plus là non plus. Fait que je dis, quand le système, il marche, même s'il n'y avait personne dedans, à cet égard-là. Ça fait que, oui, il s'auto-génère. Fait que, l'idée, et ça, je suis à l'université, puis on me dit la même chose, on va attendre que le ministère. Non, non, on va leur dire, on est en train de travailler sur la pénurie des enseignants. Là. On va dire, non, on va leur proposer quelque chose, ils vont dire, hey, c'est une bonne idée, on va y aller. Mais il ne faut pas attendre qu'ils l'aient. C'est pas dans leur fonction d'en avoir. Fait que, alors, ils font des règlements, puis ils font des programmes. Même si on avait un ministre super génie, si le monde alentour ne travaille pas dans son sens, il ne fera jamais rien à cet égard-là. Ça ne part pas d'une personne, c'est un ensemble de personnes. Mais si nous, on ne s'entend pas entre nous, arrêtez d'accuser le gouvernement, arrêtez d'accuser les programmes, vous ne vous entendez pas. Le problème, il est là. Il n'est pas ailleurs que là. Moi, les témoignages que j'ai de mes enseignants à l'université qui enseignent, c'est ça. Regarde, je suis tout seul, les autres ne m'aident pas, parce que les nouveaux profs, ils sont menacés et menaçants. Au primaire, secondaire, ils sont juste menacés, ils ne sont pas menaçants. Mais en FP, ils sont menacés et menaçants. Il vient d'arriver de l'entreprise, hey, là, lui, là, il a été conseiller assez longtemps pour voir les games qui se jouaient. Hein? Dépendamment du module qu'on donnait au nouveau, je savais déjà en partant s'il voulait qu'il rentre dans la gang ou pas. C'est aussi simple que ça. On va se dire les vraies affaires, c'est de même. Donc, et c'est pas mal de même encore. Aujourd'hui, ça n'a pas dû changer trop. Fait que, il faut vous dire là-dedans, il y a tout un travail, mais quand les enseignants de la FP se prendront en main, puis se donneront, arrêtez de vous faire imposer des choses qui sont de votre propre ressort. De se réimposer une méthode, professionnellement, c'est tout ce qui vous appartient de choisir les méthodes puis choisir les pratiques d'enseignement. Arrêtez de vous les faire dire par d'autres. Encore faut-il avoir une idée cohérente de savoir ce qu'on s'en va avec à cet égard-là. Et c'est la grâce que je vous souhaite. Merci.